Bonsoir, on va faire une dernière feuille d'exercice, enfin un dernier exercice pardon, sur cette feuille sur les espaces de Hilbert. On va voir la notion d'opérateur adjoint. Donc on rappelle, on a ici dans cet exercice, on a T de H dans H qui est linéaire continu. Et on voudrait définir T étoile. Et on n'a pas beaucoup de choix, hein. T étoile il est censé être défini par la propriété T de x scalaire y égale x scalaire ty. Donc ce que je veux moi c'est définir T étoile y, donc je fixe y dans H. Et on considère l'application, je ne sais pas comment l'appeler, phi y, qui a x associe tx scalaire y. Phi y, c'est une application linéaire continue à valeur dans R, donc c'est une forme linéaire. C'est linéaire parce que t est linéaire et par la propriété du produit scalaire, et c'est continu parce que t et le produit scalaire sont continus. Donc par RIS, il existe un unique z tel que pour tout x, z scalaire y est égal à z scalaire x justement est égal à tx, est égal à, on va écrire, est égal à phi y de z. Donc ça c'est le théorème de Riss. J'ai une de x, décidément j'ai du mal. Le théorème de Riss me dit si j'ai une forme linéaire ici, l'application phi y, il existe un unique z tel que cette forme linéaire soit réalisée en faisant le produit scalaire avec x. Maintenant on pose phi y de x, on se rappelle c'est juste dessus, hein, c'est ce qu'on voulait, donc c'est tx scalaire y. Et on pose z, il y en a un seul, donc ça nous définit une fonction z égale t étoile de y, et on a bien t étoile y scalaire x égale à tx scalaire y pour tout x, y. Je rappelle que moi je travaille avec des espaces de Hilbert réels, sinon il faut faire attention dans la définition de l'adjoint où on met à l'ordre dans lequel on écrit le produit scalaire, puisque c'est pas quand je change les variables, je conjugue le produit scalaire. Ok, maintenant pourquoi c'est linéaire? Parce que c'est l'unicité qui garantit ça. On prend y1, y2 dans H et lambda dans le corps de base, donc ici R. Et je vais regarder si t étoile de y1 plus lambda y2 c'est ce que je veux. Donc je fixe un x dans H et je regarde tx scalaire y1 plus lambda y2. Ça fait tx scalaire y1 plus lambda tx scalaire y2 en développant le produit scalaire. Et ça fait x scalaire t étoile y1 d'un côté, de l'autre côté plus t étoile plus lambda t étoile de y2. En factorisant tout de suite, en écrivant tx scalaire y1 c'est x scalaire t étoile de y1 et tx scalaire y2 c'est x scalaire t étoile de y2. Donc par l'unicité, dans le théorème de représentation de Riss, on obtient que t étoile y1 plus lambda t étoile y2, il a la propriété qui caractérise t étoile de y1 plus lambda y2. Ce qui nous dit bien que t étoile est linéaire. Il ne faut pas que j'oublie de faire défiler ce texte. Donc t étoile est bien linéaire. Et l'unicité, c'est le théorème de représentation de Riss. Alors avant de continuer dans l'exercice, juste une remarque en dimension finie, avec le produit scalaire canonique. On est habitué à écrire que x scalaire y, c'est transposé de yx. Bon, j'explique pas mes notations, mais y et x représentent x, les vecteurs x, y en colonne.
Du coup, si A est une matrice, AX scalaire Y, c'est transposé de Y fois AX. Je sais pas pourquoi je mets ça. Et ça, c'est aussi transposé de AY fois X, parce que propriété de la transposition et du produit de matrice. Et donc ça, c'est aussi X scalaire. Alors, je vais appeler A étoile Y. A étoile de matrice, A étoile l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique est transposée de A. Donc, finalement, ce qu'on voit, ici j'ai utilisé A pour l'application linéaire et pour la matrice, donc je vais faire le même but de notation ici. Donc ce qu'on voit finalement, c'est que la matrice de l'adjoint, c'est juste la transposée de notre matrice de départ. Tout ça, c'est pour le produit scalaire canonique et pour des matrices exprimées d'application linéaire exprimées dans la base canonique. Donc la notion d'adjoint, on peut voir ça comme une abstraction de la notion de transposé à laquelle on est habitué. Et si on était sur C, il faudrait la transposer de A bar, parce que le moment où j'ai changé mon A de côté, j'ai changé le côté du produit scalaire et il faut que je conjugue pour faire ça. Donc l'adjoint, c'est vraiment juste, c'est une généralisation dans le cadre hilbertien, ou en général quand on a des formes quadratiques, de la transposée. D'ailleurs, dans le cadre du programme de la grecque, le mot adjoint n'apparaît que dans la partie, si je dis pas de bêtises, ça apparaît que dans la partie algèbre quand on parle de formes quadratiques. Ok, et maintenant, nous on continue sur les espaces de Hilbert. Hop. En faisant défiler cette chose-là. Et on veut montrer que la norme de T étoile, c'est la norme de T. Alors je vais peut-être déjà commencer par montrer que T étoile égale T. Alors, soit X, Y dans H. Si je fais T étoile X scalaire Y, ça c'est par définition X scalaire T de Y, par définition de l'adjoint. Et ça me dit que si j'essaye d'appliquer la définition de l'adjoint, je regarde un T étoile X scalaire Y, et c'est censé être X scalaire quelqu'un, et ce quelqu'un c'est T étoile étoile, donc T étoile étoile, c'est bien ce qu'on attendait, c'est-à-dire T, puisque le fait de dire que pour tout X, Y dans H, T étoile X, Y égale X scalaire T, Y, ça veut dire que l'application qui a Y associé TY, c'est bien l'application qui a la bonne propriété pour être l'adjoint de T étoile. De plus, pour les histoires de normes, si on regarde toujours avec XY dans H fixé, peut-être avec juste, reprenons, si je fixe un X dans H et que je regarde la norme de T étoile X plutôt au carré, parce que c'est plus simple de manipuler des carrés dans un Hilbert, c'est T étoile X scalaire T étoile X. Peut-être c'est plus simple d'écrire d'ailleurs Tx direct. La norme de Tx au carré, c'est Tx scalaire Tx. Et ça, c'est T étoile Tx scalaire X, et ça c'est plus petit que norme de T étoile fois norme de T fois norme de X au carré par Cauchy-Schwarz. Par Cauchy-Schwarz plus la définition d'une norme subordonnée. Pourquoi? Parce que c'est plus petit que norme de T étoile Tx fois norme de X, ça c'est Cauchy-Schwarz, et après les propriétés des normes subordonnées me donnent ça. Et en particulier, qu'est-ce que j'en déduis quand je fais le sup sur tous les X de norme 1? Il faudrait que je mette 3 barres pour avoir des normes subordonnées. Quand je fais ça avec 3 barres, ce que j'obtiens, c'est que si je fais le sub de tous les Tx
pour x de norme 1, ça fait norme de t, il est plus petit que norme de t étoile fois norme de t, la norme de x, alors ce que j'ai cette norme de t au carré, pardon, ici, si j'utilise juste cette manipulation, et ça me donne, ben, si la norme de t est nulle, elle est plus petite que la norme de t étoile, sinon, quand je divise par norme de t, j'obtiens que norme de t est plus petite que norme de t étoile. Et une fois qu'on a montré une inégalité, c'est pas trop la peine de s'embêter, la norme de t étoile est donc plus petite par ce qu'on vient de faire que la norme de t étoile étoile, puisque ici t était quelconque. Ah, je devrais tout écrire, et je devrais écrire qu'on a aussi ça, et ça, norme de t étoile étoile, c'est la norme de t. Finalement, on obtient bien comme attendu que la norme de t, c'est la norme de son adjoint. Ok. Donc là, il n'y a pas de surprise particulière. Il ne devrait pas y en avoir trop non plus pour la question suivante. Sur le noyau et l'orthogonale, ben, on va faire par double inclusion pour la première. Donc soit x dans RT. On voudrait montrer qu'il est dans l'orthogonale de l'image de t étoile. Et y dans image de t étoile. Y dans image de t étoile, ça veut dire qu'il existe z tel que, j'écris de plus en plus mal, il existe z tel que y égale t étoile z. Alors, ben, combien vaut x scalaire y? C'est x scalaire t étoile z. X scalaire t étoile z, par définition de l'adjoint, c'est tx scalaire z. Quand on change de côté, on passe de t à t étoile ou de t étoile à t, et tx, ça fait 0, donc ça fait 0 scalaire z, et ça fait 0. Donc, x est bien orthogonal à l'image de t étoile. J'ai pris un z quelconque, j'ai pris un y quelconque, pardon, dans l'image de t étoile, j'ai calculé x scalaire y, et j'en ai déduit que ça faisait 0. Et réciproquement, si x appartient à l'image de t étoile orthogonale, ben moi ce que je veux regarder c'est tx et je voudrais montrer qu'il est nul. Montrer qu'un vecteur est nul, c'est montrer que sa norme est nulle, et la norme dans un espace de Hilbert elle vient du produit scalaire. Donc j'écris tx scalaire tx, et tx scalaire tx, ben ça fait x scalaire t étoile tx. Ça, c'est t étoile de quelqu'un, donc c'est dans l'image de t étoile. Et donc ça fait 0. Conclusion, x est bien dans le noyau de t étoile. Puisque la norme de tx au carré vaut 0. Donc, on vient de montrer par double inclusion que le noyau de t est bien... pardon, ici je ne sais pas pourquoi j'ai écrit une étoile, excusez-moi. X est dans le noyau de t. Le noyau de t est l'orthogonale de l'image de t étoile. On est censé faire un tout petit peu plus, enfin écrire quelque chose sur l'image de t. Enfin, donc aussi, si je fais ça, alors moi ce que je voudrais c'est de faire apparaître l'image de t et le noyau de t étoile. Bon ben j'écris ker t étoile. Alors ce que je veux, ker t étoile, c'est image de t étoile étoile orthogonale. Donc c'est image de t. Donc là, la ligne que je viens d'écrire, c'est juste appliquer la ligne du dessus en remplaçant t par t étoile. J'ai montré que pour tout t, ker t égale image de t étoile orthogonale. Si je l'applique à t étoile, j'obtiens ker de t étoile égale image de t orthogonale. Et en passant à l'orthogonale de ça, ker de t étoile, le tout orthogonal, ça fait im de t orthogonal à nouveau orthogonal. Et on a dit que l'orthogonale deux fois, c'était l'adhérence. Bien sûr, l'image d'une application linéaire, ça n'a aucune raison
d'être un sous-espace fermé. Donc im de t n'a pas de raison d'être fermé, on ne suppose pas t surjective, il n'y a pas d'hypothèse sur t autre que la linéarité ici. Et donc le double orthogonal, c'est pas l'espace dont on est parti, c'est son adhérence en général. Maintenant, on continue avec une question qui est un peu plus difficile. C'est pour ça qu'elle a une jolie petite étoile décorative. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment des manipulations à savoir-faire. Et il y a eu un peu, ici c'est une conséquence du théorème de projection sur un sous-espace fermé, hein, c'est ces propriétés des orthogonaux qu'on a déjà vu avant. Mais avant c'est juste des manipulations sur les produits scalaires, et savoir bien écrire ces preuves-là et utiliser l'unicité pour montrer la linéarité, etc. c'est important. Je ne sais pas pourquoi j'ai bougé à ce point ici, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hop. J'en étais là, voilà. Et donc, ici, si on fait défiler, peut-être un peu trop, mais on va repartir de là. Alors là, cette question n'est pas très... pas évidente. Alors déjà, au lieu de faire le sup des tx scalaires x, je vais faire le sup des tx scalaires y, parce que souvent, si vous pensez aux inégalités, aux identités normes de x plus y2 moins norme de x moins y2 qui nous permettent d'exprimer le produit scalaire, souvent on peut commencer par montrer quelque chose avec deux variables et en déduire le résultat avec une seule. Donc on va poser, je ne sais pas, alpha, le sup des tx scalaire y pour x dans h, xy dans h, et norme de x égale norme de y égale à 1. De toute façon, on voit bien que le sup ici, ou peut-être inférieur à 1 si vous voulez, mais on voit bien que le sup est atteint quand la norme est égale à 1, de toute façon, puisque je peux toujours normaliser et mettre des valeurs absolues, même si le sup est égal au sup sans les valeurs absolues, parce que je peux multiplier par moins 1 de toute façon. Ok, alors le premier point, c'est que si je regarde en tx scalaire y, c'est toujours en valeur absolue plus petit que norme de t pour tout xy. C'est plus petit que norme de t fois norme de x fois norme de y, parce que c'est plus petit que norme de tx fois norme de y. Donc alpha, qui est le sup sur tout ça, quand x et y sont de normes plus petites que 1, il est plus petit que norme de t. Maintenant, la question c'est dans l'autre sens, et dans l'autre sens avec deux variables c'est facile, parce que si vous regardez norme de t, c'est par définition, alors norme de t au carré, parce que comme d'habitude c'est plus facile de manier des normes au carré que des normes, c'est le sup de tous les tx scalaires tx, pour x de normes plus petites que 1, ou égale à 1. Alors, si t égale à 0, il n'y a rien à faire dans cette question. Tous les deux côtés, de mon égalité là, que je suis en train de démontrer, norme de t ça fait 0, et le sup des tx scalaire x ça fait 0 aussi. Donc je vais supposer que t est non nul. Et maintenant, ici, si je prends x tel que tx est différent de 0, il n'y a vraiment que ça de toute façon qui va intervenir. Tx scalaire tx, ça fait norme de tx multiplié par tx scalaire t de x sur norme de tx. Et maintenant, on regarde ça dans le blanc des yeux. En espérant, oui, on voit encore un peu mon écran. Quand je regarde ça, alors c'est positif, j'ai pas besoin de mettre des valeurs absolues. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un norme de tx qui est plus petit que norme de t multiplié par, qu'est-ce que je vois ici? Je vois le produit scalaire de tx où x est de norme 1 avec un t de un autre vecteur de norme 1, le vecteur x sur norme de tx, parce que j'ai normalisé. Donc c'est plus petit que norme de t multiplié par le produit scalaire de
deux vecteurs, enfin dans tx scalaire y où x et y sont de norme 1, donc c'est plus petit que norme de t fois alpha. Et donc, la norme de t au carré, qui est le sup de tous les tx scalaires tx sur les x tels que tx est non nul, c'est plus petit que norme de t multiplié par alpha. Et ça veut dire exactement que norme de t est plus petite que alpha. Ah, zut, pardon. Je suis vraiment pas très doué avec ce truc. Donc finalement, on a presque répondu à la question, mais quand même pas tout à fait, parce qu'on a montré que, que le sup de tous les produits scalaires tx scalaire y pour x et y de norme plus petite que 1, ou de norme égale à 1, c'est le même sup, c'est assez clair, correspond avec la norme de t. Il y a une inégalité qui doit être immédiate, le fait que ce sup est plus petit que norme de t. L'égalité, elle a nécessité un peu plus de travail, mais elle n'a jamais utilisé le côté auto-adjoint de mon opérateur. Maintenant, si je regarde, alors si je regarde quoi? Si je regarde un tx scalaire y, il faut que j'utilise le côté auto-adjoint. Le côté auto-adjoint, c'est le fait de, comme dans un produit scalaire, exprimer le produit scalaire en fonction de norme de x plus y au carré et norme de x moins y au carré. Donc ici, ce que je vais avoir, c'est plus ou moins, il va falloir que je corrige, tx plus y scalaire x plus y moins t de x moins y scalaire x moins y, et ça, il faut que je le multiplie par 1/4. Donc ça, c'est juste, quand on développe, c'est exactement la même chose que quand on montre le norme de x plus y au carré moins norme de x moins y au carré, égale 4 fois tx scalaire y, mais ici quand même, je devrais l'utiliser, le dire que c'est bien par symétrie, par le fait que t égale à t étoile et que c'est utilisé ici. Donc peut-être écrivons pourquoi. Je pense que ça vaut la peine quand même de donner les détails. Bon, si je vais juste écrire un des deux produits scalaires, t de x plus y scalaire x plus y. Quand je développe, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai les trucs évidents, j'ai tx scalaire x plus ty scalaire y. Mais j'ai aussi plus tx scalaire y plus ty scalaire x. Mais ça, c'est là qu'intervient la symétrie, c'est égal à y scalaire t étoile x, ça c'est vrai pour tout opérateur. Et ça, comme t est auto-adjoint, t égale t étoile, c'est y scalaire tx. Et donc on obtient tx scalaire x plus ty scalaire y plus 2 tx scalaire y. Donc ça c'est la formule fondamentale pour les opérateurs auto-adjoints, qui est que le développement se passe comme on veut. Et donc maintenant, quand je fais la différence là dans le 1/4, on voit bien que j'ai tx plus y scalaire x plus y moins tx moins y scalaire x moins y. Les deux termes tx scalaire x et ty scalaire y se simplifient quand on fait la différence. Il reste 2 tx scalaire y moins 2 tx scalaire moins y, c'est-à-dire 4 tx scalaire y. Mais ça me sert à quoi? Ben, même si, alors c'est vrai que j'écris pas vraiment tous les détails dans ces corrections, mais tx scalaire y du coup est plus petit que 1/4 de tx plus y scalaire x plus y, c'est plus petit que 1/4 de alpha, alors norme de x plus y au carré, plus alpha norme de x moins y au carré. Pourquoi? Parce que je devrais dire, comme c'est le sup sur tous les trucs de norme 1, tx scalaire y est toujours plus petit que alpha norme de x, norme de y. Ok, et maintenant quand je développe cette chose-là,
qu'est-ce qui reste quand j'obtiens... il doit juste rester alpha. Quand je développe ce truc-là, j'obtiens norme de x2 plus norme de y2 deux fois. Donc j'ai norme de x2 plus norme de x2 plus norme de y2 plus norme de y2 deux fois alpha, et ça c'est juste alpha. Donc ça c'est juste le développement de norme de x plus y2 plus norme de x moins y2 qui fait 1. Alors sauf que j'ai oublié ici, il faudrait que je fasse norme de x égale norme de y égale 1. J'ai dit, mais c'est vrai que j'ai pas donné tous les détails, que alpha c'était le même sup, qu'il était atteint sur des x et des y de norme 1. Il faudrait donner un peu plus de détails, mais après ces vidéos sont trop longues, donc on fait pas vraiment tous les détails. Donc on a fait la question la plus difficile ici, et on aura l'occasion d'en discuter de vive voix. Et on va maintenant voir une application de cette formule qui est utile à connaître. Donc je pense que je suis allé un peu vite, mais l'idée, on va peut-être juste relire ce truc-là ensemble. On revient, donc on va regarder cette quantité alpha, c'est le sub de tous les tx, pardon, il faut que je remette le texte. Et je sais pas pourquoi je suis déjà passé au petit b pour après, j'anticipe tout moi. Donc on regarde le sub de tous les tx scalaire x pour x dans h et norme de x plus petit que 1. Donc la première remarque, c'est le fait de dire que alpha, c'est le même sub quand on prend norme de x égale 1. De la même façon, je commence par regarder le sub de tous les tx scalaire y en valeur absolue pour x et y de norme plus petite que 1. Ce sub est aussi réalisé c'est le même sub si je restreins à norme de x égale norme de y égale à 1, et on a, par homogénéité, que tx scalaire y est toujours plus petit que alpha fois norme de x fois norme de y. Et ici, j'aurais sans doute, vu que dans la définition j'ai écrit une valeur absolue qui joue pas de rôle en fait dans le sub, mais autant les mettre partout ici. Donc maintenant, quand je regarde tx scalaire y, c'est immédiat que c'est contrôlé par ce sup avec deux variables, x et y. Ensuite, en prenant la définition d'une norme subordonnée, on voit que le sup avec deux variables, en fait, c'est la norme de t. Ça, c'est une formule qui permet de voir la norme d'un opérateur pour n'importe quelle application linéaire sur un espace de Hilbert. Ce sup avec deux variables, je n'ai pas utilisé que t égale t étoile. Mais t égale t étoile, ça me permet d'écrire une identité de polarisation qui est retrouvée que tx scalaire y, qui s'obtient en combinant tx plus y scalaire x plus y, moins tx moins y scalaire x moins y, et en multipliant par un quart pour que tout aille bien. Ce qui me permet, ici, vous voyez ce qui se passe, la formule à deux variables tx scalaire y, elle s'exprime en combinant deux formules où je vois la même chose dans t, dans les deux termes du produit scalaire. J'ai un tu scalaire u, avec u égale x plus y ou x moins y. Ce qui me permet de conclure que tx scalaire y est contrôlé par ma quantité alpha. Et cette formule-là, par contre, elle est valide seulement pour des opérateurs auto-adjoints. On continue, on affiche la question 5.1, et donc on regarde des opérateurs auto-adjoints positifs, et on va se servir de ça pour faire une preuve du théorème spectral. Donc on suppose que tx scalaire x est toujours positif, et on regarde tx scalaire y. On fixe, là il ne va pas y avoir une grosse surprise dans ce qu'on va faire vu ce qu'on vient de faire la question d'avant. On regarde t de x plus y scalaire x plus y, et peut-être on va mettre un petit t ici. Juste par habitude, et ça on obtient quoi? J'ai la formule qui est développée ici, donc on obtient tx scalaire x plus t carré ty scalaire y plus 2t tx scalaire y. D'accord, ça je viens juste d'écrire la même formule que celle que j'ai au-dessus pour tx plus y scalaire x plus y en remplaçant y par ty. Et ça c'est toujours positif,
puisque t est un opérateur positif. Un trinôme qui ne change pas de signe. Non, ah oui, d'accord, je comprends ce qui arrive à mon... Ok, j'ai compris ce qui est arrivé, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera plus, mais un trinôme qui ne change pas de signe, ça veut dire que le discriminant est négatif. Et c'est quoi le discriminant de ce truc-là? C'est 4tx scalaire y au carré moins 4ac, 4tx scalaire x fois ty scalaire y. Autrement dit, pour t à la fois auto-adjoint et positif, tx scalaire y au carré est plus petit que tx scalaire x, ty scalaire y, et ça ressemble beaucoup évidemment à la preuve de Cauchy-Schwarz. Moralement, en fait, je viens juste de remontrer Cauchy-Schwarz. Hein. Ici, c'était votre tx scalaire y. Si c'était strictement positif au lieu de positif, j'aurais un produit scalaire et ça serait exactement Cauchy-Schwarz. Donc je viens de faire la même chose que la preuve de Cauchy-Schwarz, et puisque tx scalaire y, c'est bien symétrique parce que t égale t étoile, tx scalaire y égale x scalaire t étoile y, donc égale x scalaire y, et la seule propriété qui manque pour être un produit scalaire, c'est que peut-être t a un noyau. Peut-être que c'est possible d'avoir tx scalaire x qui vaut 0. Du coup, l'argument de la preuve de Cauchy-Schwarz marche ici, mais peut-être qu'il existe des x tels que tx scalaire x soit égal à 0. Ensuite, on veut trouver un critère pour l'existence d'un vecteur propre. En anticipant un peu, en dimension finie, on sait bien que les matrices symétriques sont diagonalisables, autrement dit les opérateurs auto-adjoints sont diagonalisables. Si on était dans C en définissant correctement l'adjoint, on aurait la même chose. En dimension infinie, c'est plus vrai. On va voir un exemple à la fin de l'exercice d'opérateur qui est tout à fait auto-adjoint et qui n'a aucun vecteur propre. Il existe quand même un théorème spectral en dimension infinie, mais il faut définir correctement ce qu'est le spectre et puis autoriser des multiplications dans un espace L2, et je ne vais pas rentrer dans ces questions-là. Donc, pour qu'il existe un vecteur propre, on va avoir un critère, une condition suffisante, et on va regarder soit... pardon. Donc soit x0, oui c'est ça, je me disais, j'ai oublié de faire une question, je crois que j'ai mentionné puisque j'ai parlé du noyau de t, mais montrons dans cette hypothèse que ker t c'est bien l'ensemble des x, tel que tx scalaire x égale à 0. Donc une inclusion est évidente, puisque si tx égale à 0, alors tx scalaire x est égal à 0. Et si tx scalaire x égale à 0, alors par l'inégalité qu'on vient de montrer, tx scalaire y est égal à 0 pour tout y dans H. Et ça, c'est bien la même chose que de dire que tx égale à 0, c'est-à-dire que x appartient au noyau de t. Donc pour un opérateur auto-adjoint positif, le noyau, c'est l'ensemble des x dont le produit scalaire de tx avec x vaut 0. Donc on continue, on regarde, on prend x0. Alors peut-être il y avait la remarque qui était que norme de t id, si je regarde norme de t fois id moins t, c'est auto-adjoint parce que son adjoint c'est norme de t id étoile moins t étoile, c'est-à-dire norme de t id moins t, et si je fais norme de t id moins t de x scalaire x, ben ça fait quoi? Ça fait norme de t
fois norme de x au carré moins tx scalaire x, qui est plus grand que norme de t fois norme de x au carré moins norme de x au carré, et qui est donc bien plus grand que 0 pour tout x dans H. Ici, tx scalaire x est plus petit toujours par Cauchy-Schwarz plus norme subordonnée que norme de t fois que norme de tx fois norme de x. Norme de tx est plus petit que norme de t fois norme de x. Donc tx scalaire x est plus petit que norme de t. Peut-être écrire ici. Toujours la même inégalité hein, qu'on utilise. Tx scalaire x est plus petit que norme de t fois norme de x au carré. Et donc moins tx scalaire x est plus grand que moins norme de t, norme de x au carré. Donc norme de t et de moins t est bien positif et auto-adjoint. Et maintenant, si tx0 scalaire x0 égale norme de t, ben, alors, et norme de x0 égale 1, alors, quand je fais norme de t id moins t, je vais écrire norme de t x0 moins tx0, le tout scalaire x0, ben, qu'est-ce qui reste? Il me reste norme de t fois norme de x0 au carré, c'est-à-dire norme de t, puisque norme de x0 vaut 1, moins tx0 scalaire x0 qui vaut norme de t, donc ça fait 0. Comme norme de t fois identité moins t et auto-adjoint positif, on conclut par la question précédente que x0 appartient à son noyau, puisque un ux scalaire x égale à 0 pour un opérateur auto-adjoint positif, ça veut dire que x est dans le noyau, donc x0 appartient au noyau de norme de t id moins t. Autrement dit, x0 est vecteur propre pour la plus grande valeur propre possible. X0 est vecteur propre pour la valeur propre norme de t. C'est de pire en pire la longueur de ces vidéos, mais je suis pas sûr de pouvoir la couper en deux, on verra peut-être. On a presque fini. La question C, un si H est de dimension finie, si H est de dimension finie, l'application, donc je suppose H de dimension finie, l'application qui est x associé tx scalaire x et continue, la sphère unité ou la boule unité fermée comme vous voulez de H est compacte puisqu'on est en dimension finie. Donc cette application atteint son maximum. Donc il existe son application atteint son maximum en un certain x0. Et du coup, il existe bien un x0 avec norme de x0 égale 1 et tx0 scalaire x0 qui vaut norme de t. C'est un vecteur propre, parce qu'on vient de faire, c'est un vecteur propre. De t pour la valeur propre norme de t. Ok, donc on vient de trouver un vecteur propre. Et l'avantage de ça, c'est que maintenant on peut dévisser sur la dimension. C'est-à-dire que on regarde E0, puisque je l'ai appelé x0, E0, la droite vectorielle portée par x0, comme t de E0 égale E0,
si j'appelle, je sais pas, E1, F1, F0, F0 égale Rx0, le tout orthogonal, donc l'orthogonal de cet espace vectoriel, ben, ce que j'ai, bon, c'est que TF0 est égal à F0. Pourquoi, hein? Parce que si je prends Y dans F0 et que je regarde, si je prends Y là-dedans, dans Rx0 orthogonal, ben, si je regarde TY scalaire x, ben ça fait y scalaire t étoile de x, donc comme t est auto-adjoint, y scalaire tx, et ça fait 0 parce que tx est dans E0 et y lui est orthogonal. Donc, si je regarde t restreinte à cette orthogonale, c'est un opérateur toujours auto-adjoint parce que on avait les bonnes propriétés sur le gros espace, donc on l'a aussi sur le petit, c'est plus facile, et stabilise F0, il admet un vecteur propre, qui est un vecteur propre bien sûr pour t, et on conclut par récurrence sur la dimension que je ne vais pas écrire. Donc là, il y a deux ingrédients dans toute preuve du théorème spectral, de toute façon, pour les matrices symétriques, pour les opérateurs auto-adjoints. Un, c'est justifier qu'il existe un vecteur propre, ce qu'on vient de faire ici. L'autre, c'est dire, une fois qu'on a un vecteur propre, le supplémentaire orthogonal est stable par t, et la dimension a baissé de 1. Donc finalement, on arrive juste au cas de la dimension 1, et en dimension 1, toutes les applications linéaires sont diagonalisables, bien sûr. Les matrices 1, 1, elles sont diagonales. Et finalement, on trouve une base dans laquelle la matrice de t est diagonale. Et le fait que ça soit diagonalisable dans une base orthonormale, ben, c'est simplement le premier x0, je peux le prendre de norme 1. Après, dans mon f0, le vecteur propre que je vais prendre ensuite sera orthogonal à x0. Donc j'ai qu'à le prendre de norme 1. Le vecteur qui suivra sera dans l'orthogonale de la somme de rx0 plus rx1, et ainsi de suite. Donc là, j'écris pas cette récurrence-là. C'est important de savoir le faire, bien sûr, mais ça me paraît extrêmement classique. Et on a presque fini. On regarde un exemple en dimension infinie, et on conclut. On prend donc un espace de Hilbert gentil de dimension infinie, donc, grand L2 de 0, 1, et on regarde l'application t qui est la multiplication par la fonction t. Donc t, c'est l'application qui a f, donc t de f, je vais réécrire la définition pour f dans h, tf de t, c'est t fois f de t. C'est bien dans L2, hein, parce que l'intégrale, on est sur 0,1, donc l'intégrale sur 0,1 de t carré f carré de t, ben, ça, c'est plus petit que l'intégrale sur 0,1 de f carré de t, puisque t carré est plus petit que 1. Donc, on a bien t envoie h dans h, et en plus, t est de norme plus petite que 1. Parce que je viens de dire, la norme de TF, elle est plus petite que la norme de F, donc T est continu. Et pour montrer que c'est auto-adjoint, ben on prend F, G dans H, et on regarde TF scalaire G. Ben ça, c'est l'intégrale sur 0,1 de T, F de T, G de T, alors je vais mettre des dt. Si vous préférez, vous parlez de mesure de Lebesgue, mais bon, ça ne change rien. D'intégrale de Lebesgue. Donc t, f de t, g de t, dt. Ça, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de t fois t, g de t, dt. Et on voit bien que c'est f scalaire tg. Donc t est bien auto-adjoint.
Et maintenant, il nous reste à dire que ça n'admet pas de vecteur propre, soit f différente de 0 et lambda en réel, tel que tf égale lambda f. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en particulier, pour presque tout t, si les deux fonctions sont égales dans L2, elles sont égales presque partout, pour presque tout t, pour un représentant de f dans L2, on obtient t fois f de t égale lambda f de t. Autrement dit, pour presque tout t, t moins lambda f de t est égal à 0, mais t moins lambda, il est presque partout non nul, puisque le seul endroit où il est nul, c'est t égale lambda. Donc pour presque tout t, f de t égale à 0. Et ça, c'est la même chose dans L2, que f et f... Je fais la confusion entre fonction et représentant de la fonction. J'identifie les fonctions presque partout. F est égal à 0. Et donc, t n'a pas de vecteur propre. C'est en fait... si on généralise pour dire que ce qu'on a là, c'est sympathique, la multiplication par une fonction... la multiplication par une fonction, si on dit que ça c'est sympathique sur un espace L2, alors on pourrait diagonaliser des opérateurs auto-adjoints avec un sens plus général de ce que ça veut dire diagonaliser. Mais si on veut diagonaliser en décomposant, en trouvant par exemple une base orthonormale de vecteurs propres, qui est ce qu'on a en dimension finie, alors ce n'est pas possible dans un espace de Hilbert de dimension infinie, et on vient de voir un exemple prototypique. Voilà, ça conclut finalement cette vidéo que je vais peut-être essayer de couper au montage, je ne sais pas. Dans toutes ces manipulations, finalement, les questions 1, 2, 3, c'est vraiment des choses à savoir faire. Après, cette question 4, le sub dtx scalar x, il faut souffrir un peu pour passer du cas de 2 variables au cas de une variable. Et puis ensuite, c'est quand même assez intéressant de voir la preuve du théorème spectral via le côté hilbertien. Et surtout de vérifier que vous savez bien faire cette récurrence sur la dimension et bien mettre en place l'argument de stabilité de l'orthogonale, etc., que moi je n'ai pas vraiment détaillé ici. Voilà, et ben je vous remercie une fois de plus pour votre attention et je vous dis à bientôt.